constamment en train de... Alors ça peut être des pensées du passé, ça peut être des pensées du futur, ça peut être des pensées du présent, ça peut être des pensées confuses. Mais toutes ces pensées sont aussi ce qui vont nous extraire du moment présent. Et à partir du moment où on suit une pensée, ça peut être aussi à un moment donné une image, c'est pour ça que je mentionne ça, qui nous fascine et dans lequel notre attention est happée. Et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais simplement, quand on est pris dans sa pensée, dans son mental, on n'est plus là. Et je ne sais pas si ça vous arrive, quelquefois, vous pouvez être tellement obnubilé par la pensée, par ce qu'on est en train de penser, qu'une personne, elle passerait devant nous ou elle entre dans une pièce, on s'en aperçoit même pas. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la pleine conscience, le mode pilote automatique. Ça veut dire qu'on a juste suffisamment d'attention. Par exemple, si vous marchez dans la rue ou si vous conduisez votre voiture, on met juste, allez, 20% de l'attention nécessaire pour pouvoir conduire sans avoir un accident. Et quelquefois, si on passe en dessous, on a un accident. Ou quand on marche dans la rue, juste suffisamment d'attention pour ne pas se prendre le poteau ou la personne qui est devant. Mais 80% de notre attention, elle est obnubilée par quelque chose, un espèce de bruit de fond. Et alors ça peut amener dans la vie plein de difficultés. Là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand vous savez l'expression prise de tête, c'est que encore quand on pense à des choses agréables, on pourrait se dire c'est pas si désagréable. Mais quand on se met à penser à être de la même façon piégé sur des ruminations, des angoisses, des trucs, et du coup on est constamment en train de se rajouter de la pression et de la souffrance. Je pense que ça c'est important de le sentir. Imaginez, vous venez de vous disputer avec une personne. Bon, sur le moment c'est désagréable, il n'y a rien à dire. Mais si après la dispute, vous refaites le film de la dispute pendant des heures et des heures, cette dispute, vous n'allez pas la vivre une fois, vous allez la vivre 1000, 2000 fois. Et c'est en ce sens que la pleine conscience ne nous promet pas de nous faire abandonner toute la souffrance et de dire qu'on va atteindre un super état de bonheur dans lequel il n'y aura plus de problèmes dans la vie. Très franchement, si vous entendez ce genre de discours, moi je dirais méfiez-vous. Par contre, il y a une possibilité de ne pas se surajouter de la souffrance. Il y a une possibilité de ne pas s'en rajouter encore plus de couches. Et c'est là où on a une clé et c'est là où on a une liberté. On ne peut pas éviter de tomber malade, de perdre des êtres chers, d'avoir des événements dans la vie qui arrivent qu'on ne voudrait pas qu'ils arrivent. Par contre, on peut essayer peut-être de trouver une autre façon de se relationner avec notre vie, avec ces événements, de façon à peut-être moins se rajouter de couches. Et il y a un exemple, moi, que je trouve vraiment frappant. Est-ce que vous avez déjà vu des reportages animaliers dans lesquels il y a une lionne qui part en chasse de gazelles? Et donc, voilà, il y a le troupeau de gazelles qui est tranquille, qui mange tranquillement. Et puis d'un coup, la lionne aussi est tranquille. Puis d'un coup, c'est le moment, elle part à l'attaque. Et là, tout le troupeau est en état d'urgence, grosse resse. Et la lionne, elle en prend une en charge de gazelle, c'est sa cible. Alors bon, il y a des fois où c'est fini pour la gazelle. Et puis il y a des fois où, parce que la gazelle elle s'est bien débrouillée, la lionne elle est un peu fatiguée, elle arrête la chasse. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté la rapidité avec laquelle le troupeau de gazelles ou la gazelle qui a été chassée revient dans un état de calme et se remet à brouter tranquillement comme si rien ne s'était passé. Imaginez, nous, on est poursuivis par un lion. Par chance, il y a peu de chances qu'on s'en sorte, mais par chance on arrive à s'en sortir. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver, nous, une fois que le lion... finalement on est bien, aujourd'hui il fait beau, puis l'herbe est confortable. C'est sympa quand même cet endroit. Hein. Et non. Et voilà,
Et on va en développer des traumatismes qu'il va nous falloir des années après pour les guérir. On va développer des phobies, des paranoïas. Dès qu'on va voir un truc qui ressemble de près ou de loin à un lion, on va s'imaginer qu'il va tout de suite nous attaquer. Et puis, on va plus endormir, on va en faire des cauchemars. Et dans ce sens, on a une capacité de restaurer des états de stress qui est justement qu'on n'a pas par rapport aux animaux, et donc on se charge. Et on s'en aperçoit pas, parce qu'on se charge. Et où est-ce qu'on se charge? À votre avis, elle va où la tension? Elle va dans le corps. Et notre corps se charge. Et en fait, le processus du stress, il est que le stress est d'abord une réaction biologique du corps. Et il y a des signaux d'alarme dans le corps, des substances qui sont produites, des signaux nerveux qui sont transmis dans le corps quand on est dans une situation de danger. Le problème, c'est que si ces signaux, à un moment donné, on redescend au niveau zéro, on revient dans un état de calme. C'est l'état de la gazelle. Mais si on n'est pas capable de retrouver un état de calme, le corps est tout le temps en état d'alerte. Et au plus il est en état d'alerte et au plus on se charge, au plus on devient sensible. Et au plus on devient ultra sensible. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en niveau de danger. Donc on devient extrêmement réactif. Et là, vous voyez toute la boucle sans fin qui se produit, la boucle de réaction au stress. Et ensuite, ça amène toutes sortes de... On va essayer de trouver des stratagèmes de survie pour faire face à ça. Alors, on peut comme ça enfoncer, nier tout ce que l'on vit. Alors on va essayer de trouver des substituts avec les substances, par exemple, en tombant dans des addictions, des différentes choses. Mais ce n'est pas forcément des addictions à des substances, ça peut être des addictions à des habitudes de se comporter, des habitudes de penser, de son téléphone, son ordinateur, Internet, quoi que ce soit. Et puis le corps va encaisser jusqu'à un moment donné où il va, comme on n'est plus à son écoute, il va parler. Il va parler, ça va être la maladie, ça va être le burn-out, ça va être la dépression. C'est là où on a peut-être une capacité de pouvoir amener de l'espace dans notre vie, là où il y a de la tension et de la réactivité. Et la pratique de la pleine conscience, souvent on a tendance à s'imaginer que c'est juste on reste assis et on ne fait rien. Si c'était que ça, franchement, ça ne serait pas très utile. Ça serait peut-être un peu utile parce que ça permettrait de se poser, voilà. Mais ça aurait quand même une utilité restreinte. Et ce qui est très important, c'est d'envisager cette pratique non pas comme étant juste un moment où on va peut-être un temps de pause dans la journée, un temps de vacances. Vous savez, on va se donner un temps de vacances dans la journée où on va faire redescendre un petit peu ce niveau de tension. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à être présent à chaque instant de notre vie. Et c'est pour ça que ce n'est pas une pratique facile. C'est pour ça que ce n'est pas une pratique qui se fait en quelques semaines, quelques mois. C'est la pratique d'une vie. Parce qu'on a tellement l'habitude de ne pas être là, présent, que ça demande beaucoup d'engagement, de volonté, de motivation, d'intention pour pouvoir intégrer cet entraînement et cette pratique dans notre vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager un bref moment d'expérience qu'on a vécu ensemble? On en fera d'autres dans la journée, peut-être tout à l'heure aussi. Mais est-ce qu'il y a là dans l'instant? Oui. Alors en fait, moi je n'ai pas réussi à me tourner vers moi-même. Je suis dans un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, avec un groupe qui est composé d'inconnus, et j'ai vraiment eu du mal à rentrer en moi, c'est tout. Alors est-ce que... Pourtant je me sens bien ici, mais j'ai pensé au groupe tout le temps. Voilà, j'ai pas réussi à faire abstraction. C'est bien. Et déjà, en fait,
c'est intéressant parce que le simple fait de l'avoir constaté, c'est déjà que vous étiez dans la pratique. Encore une fois, on peut vite se faire piéger parce qu'on imagine la pleine conscience, c'est juste un état où on est parfaitement présent et super clair, super ouvert et tout va bien. En fait, non. Si vous avez constaté ça, ça veut dire qu'il y avait une clarté en vous qui l'a vu, qui a vu que vous n'étiez pas là. Et ça, c'est la pratique. La pratique, ça consiste à se rendre compte justement quand on est pris par quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on... Faites l'expérience. Si un jour vous êtes pris par une grosse émotion, c'est pas juste le fait de se rendre compte que vous avez une émotion qui va suffire pour que l'émotion elle se dissipe. Donc dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a juste à rester avec cette émotion présent, à la vivre pleinement. Donc là, je dirais quelque part, vous avez fait la pratique. Et alors pour ce qui est des pensées et des couleurs, en fait, quand je disais qu'on peut être distrait par ce qui se passe dans notre imaginaire, ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi des images, des scénarios, des films. Donc, tout ce qui se produit dans notre mental, dans notre imaginaire, est susceptible de pouvoir nous extraire du moment présent. Et on peut justement méditer, on a les yeux fermés, puis on se déroule un film qui peut être super bien. Et là, même si c'est que des images, quelque part, on n'est plus là. On est parti. Voilà, donc c'est un peu le même, c'est proche, disons, on va dire. Alors en fait, moi j'ai senti vraiment une circulation à l'intérieur de moi. Donc j'avais l'impression que c'était comme un petit vent léger qui parcourait mon corps entier et qui allait dans ma tête. Et en fait, au début, c'était un peu frais comme ça, et après, au fur et à mesure, c'était de plus en plus chaud, mais pas chaud gênant, quoi, chaud bien-être. Et c'est vrai que c'est pour ça tout à l'heure, je pensais être vraiment au bord de l'endormissement, enfin, au bord du sommeil. En fait, je n'ai pas dormi, mais c'était vraiment cette chaleur. Je pense qu'elle aurait été plus prolongée. Je pense que j'aurais pu dormir, quoi. Mais je sentais tout circuler dans mon corps, en fait. Alors, ça peut être un effet secondaire de cette pratique, c'est une relaxation. Et avec la relaxation vient un bien-être. Et c'est bien, si ça apparaît, tant mieux. Par contre, ce qui est important de vraiment ancrer en soi, c'est que ce n'est pas l'objectif de la pratique. Si ça vient, c'est bien. Mais si ça ne vient pas, c'est bien aussi. S'il y a une chose à retenir de ce bref moment d'échange, c'est que être présent, ça ne veut pas dire rechercher un état particulier. Ça veut dire être présent. Et c'est fondamentalement un acte de bienveillance parce que quelquefois, quand on vit une émotion, quand on vit une tension, on se dit ça ne devrait pas être là. Je ne devrais pas vivre ça. Vite, il faut que je me relaxe pour retrouver un état dans lequel c'est pas là. Subtilement, il y a quand même un acte un petit peu de violence là-dedans. Ça veut dire que cette émotion qui s'exprime, à un moment donné, on lui tape dessus en lui disant « tu ne devrais pas être là ». Or, elle a tout son sens. Et donc, être présent, c'est être présent à ce qui est, que ça soit agréable ou désagréable, que ça soit ou neutre, ou juste être présent à ce qui est tel que c'est. Peut-être à ce point, il faudrait que je vous donne la définition telle qu'en parle Jon Kabat-Zinn, donc qui est ce docteur qui a été élu pratiquant bouddhiste dans la tradition Theravada pendant de nombreuses années et qui, à la fin des années 70, a commencé à mettre en place à l'hôpital des cycles de méditation pour ses patients, pour les aider à gérer le stress et la souffrance qui étaient liés à la maladie. Et lui, il explique l'expérience de pleine conscience en disant, donc c'est l'état d'esprit qui émerge du fait de porter intentionnellement son attention sur le moment présent sans jugement. Alors il y a 3 mots importants. Le fait de porter intentionnellement son attention sur le moment présent sans jugement. Les 3 mots importants, c'est intention, attention et sans jugement.
l'intention, c'est être présent part de notre intention d'être présent. Malheureusement, tant que cette habitude n'est pas ancrée en nous, on n'est pas présent par hasard. On est présent parce qu'on vit l'intention de rester relié à l'instant présent, de donner de l'importance au moment présent. Donc il y a un acte conscient d'être dans cette présence. C'est aussi cette intention qui est la base de cultiver cet entraînement dans notre vie régulièrement, d'y revenir. Parce qu'en fait, la pratique, c'est constamment partir de l'instant présent. Quand on s'aperçoit qu'on est parti, revenir. Partir, revenir, partir, revenir. Et ce mouvement, il peut se faire qu'avec l'intention. Donc ça part de l'intention. L'attention, c'est le cœur. L'attention, c'est être présent à ce qui est ici et maintenant. Alors peut-être on aura plus de temps dans les ateliers pour expérimenter qu'est-ce que ça veut dire être présent. Vraiment, on a déjà abordé des points. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est celui du non-jugement. C'est celui qui consiste à éviter de classer ce qu'on vit en termes de bon ou mauvais. C'est celui qui consiste à éviter de se culpabiliser de vivre quelque chose que l'on peut vivre. C'est celui qui consiste à éviter de se dire qu'on devrait être autrement, qu'on devrait être meilleur, qu'on devrait être plus ouvert, qu'on devrait être plus généreux. C'est toutes ces petites voix, vous savez, les petites voix, ça vous dit quelque chose ? Hein, vous savez, les petites voix qui nous disent 45 000 choses par jour, souvent même contradictoires, qu'on devrait être ceci, qu'on ne devrait pas être cela, qu'on devrait être plus comme ça, qu'on devrait être moins comme ci. Donc c'est fondamentalement une attitude d'accueil bienveillante envers tout ce que l'on peut vivre. Et ça, si on le vit pour soi, on sera capable de le vivre pour les autres. On sera capable d'accueillir aussi l'autre avec cette même qualité de non-jugement. Il y a un maître spirituel qui parle souvent des animaux. Est-ce que qui parmi vous a des animaux domestiques ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez en présence quand vous êtes en présence de votre animal domestique ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent partager ? Oui. Je ne me juge pas. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Hein. Mais c'est exactement ça. Elle ne me juge pas. Elle ne me juge pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ressentent un peu ça ? Et c'est vrai qu'on se sent en confiance avec un animal parce que non seulement, comme vous dites, il ne nous juge pas, puis même supposer que vous avez donné une bonne rouste à votre chien ou à votre chat parce qu'il a fait une bêtise. Ce qui est quand même fou, c'est que 10 minutes après la rouste, il peut vous faire les mêmes câlins que si vous lui aviez jamais donné la rouste. Ouais, alors peut-être pas. Non, il y en a peut-être des chats. Alors il y a peut-être des chats. Moi j'ai un chat. Moi, mais avec les chevaux, c'est pas tout à fait vrai ça. Alors peut-être. Je veux dire, par exemple. Hein, Alors peut-être. parce qu'il y a des chevaux qui gardent une rancune tenace. Il y a des éléphants aussi, il paraît, qui se souviennent pendant 30 ans. Alors ça dépend ce qu'on leur a fait. Hein. C'est sûr que si on les traumatise, peut-être que ce que je dis n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on se sent en confiance avec un animal parce on n'a pas besoin de jouer un jeu, on n'a pas besoin de jouer une comédie, d'être autre chose que ce qu'on est. Et donc c'est cette qualité de non-jugement dans lequel on se sent bien avec un animal qu'on essaye de cultiver pour soi-même dans la méditation. Pas avec quelqu'un qui va nous taper dessus dès qu'il y a un truc qui apparaît qui n'est pas exactement comme il faudrait. Et du coup, l'ayant développé pour soi-même, on va être en capacité de pouvoir aussi le vivre avec d'autres et être dans cette même qualité d'accueil. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous ne vous sentiez pas assez habitué aux personnes qui étaient là et à l'espace pour pouvoir vraiment explorer les choses. Moi, en tant que médecin, j'ai toujours été très marqué par
la violence et les effets secondaires des traitements, que ce soit les traitements médicamenteux ou l'hôpital. Je travaille en psychiatrie, donc l'hôpital, c'est aussi un lieu d'enfermement. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans la méditation, d'abord, c'est que c'est accessible à tout le monde. Ce que vous dites, c'est que c'est en nous, et que moi, je l'ai expérimenté et je le vois tout le temps. C'est très facile d'y accéder, en fait. C'est quelque chose qui est là, paf, on y accède tout de suite. C'est la personne elle-même qui décide d'utiliser ou pas, moi, ce que j'appelle un médicament, hein, parce que pour moi, je fais la recherche de médicaments, c'est mon métier. Donc. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. On a un médicament en nous et on peut l'utiliser quand on veut. Et en plus, je l'ai utilisé sur moi, parce que moi, je suis aussi malade. Mais, enfin, on est tous plus ou moins, à certains moments, malades. Hein. J'ai trouvé ça super efficace. Et puis, j'ai vu... en plus, je suis un scientifique, donc je suis assez... moi, je me méfie beaucoup de Rick Azaray. Et je vais vous faire une confidence. Je l'ai même écrit sur le... Enfin, je l'ai même publié... Pour moi, il y a encore quelques mois, Rick Azaray et le Dalai Lama, c'était un peu la même chose, quoi. Bon, je sais qu'il ne faudrait pas dire ça, mais bon, comme j'ai changé d'avis, je peux le dire maintenant, mais bon, c'est une réunion anonyme, hein, de méditants anonymes, quoi. Donc, pardon ? Non, non. En fait, ce qui m'est arrivé, bon, j'ai rencontré... Bon, Dirk m'a fait expérimenter 1 minute de méditation, parce qu'il savait que je ne pouvais pas avoir une attention très, très prolongée. Et en rien qu'en 1 minute, déjà, j'ai trouvé ça... Il m'a rendu accro, en fait, à la méditation. Et surtout, comme je suis un chercheur, je travaille dans un laboratoire de recherche, je me suis dit, mais qu'est-ce que disent les chercheurs sur la méditation ? Donc moi, je vais sur PubMed, je tape... pleine conscience, mindfulness, et là je vois un article du Lancet 2015. Alors le Lancet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les chercheurs, c'est le top du top, enfin en médecine en tout cas, c'est le top du top de la publication. Vous ne pouvez pas publier dans une meilleure revue, quoi. C'est la meilleure revue scientifique. Puis je lis l'article, et puis alors l'article il dit quoi ? Il dit qu'en fait les gens qui ont des dépressions sévères, en prévention de la rechute, s'ils font 30 minutes de méditation au bout de 15 jours, déjà, ça a des effets, et c'est plus efficace que les antidépresseurs et ou les psychothérapies associées sur la prévention de la rechute. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, parce que je travaille dans un labo qui fait de l'économie de la santé, c'est que la méditation, ça coûte rien, quasiment rien. Parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprenne un petit peu, puis après, rapidement, vous faites tout ça tout seul. Donc, c'est comme si, en fait, on vous apprenait à faire votre propre antidépresseur dans votre jardin avec de l'air et de l'eau, quoi. C'est tout, quoi. Et alors ça, moi, j'ai trouvé ça, d'un point de vue économique, absolument génial. Parce que là, c'est la fin des labos pharmaceutiques sur les pauvres. C'est une concurrence terrible. Et du coup, je me suis dit... alors moi, il se trouve que je travaille dans la rue avec des gens qui sont en grande précarité, donc qui sont confrontés à énormément d'inégalités de santé. Et je me suis dit, mais quel outil extraordinaire de lutte contre les inégalités face à la dépression, qui est en psychiatrie le problème majeur en termes d'impact sur la qualité de vie, hein, parce que les gens ont d'autres maladies, mais ils ont aussi en plus la dépression qui arrive comme une sorte de cauchemar sur le gâteau. Et voilà, du coup, je voulais juste partager ça avec vous et vous dire que je suis très content d'être ici et que moi, la méditation que j'ai eue là, elle était très très bonne. Que ta voix, elle m'a fait partir. C'est le micro en fait, hein. Le micro c'est pas mal, hein, ça. Bam. Oui. Pardon. Okay, merci. Merci. Oui, moi j'ai surtout ressenti des crispations d'épaules qui allaient et venaient. Et la respiration, quand je me sens sur ma respiration, effectivement, je fais des expériences intéressantes. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, moi je me pose vraiment la question, vous savez, on parle maintenant beaucoup dans le néolibéralisme dans lequel on est, de l'auto-guérison. Et moi je pense quand même, moi je l'ai vécu personnellement, je pense qu'il vaut mieux être accompagné quand même, faire ça par exemple en groupe. Moi ça m'aide beaucoup, déjà le faire seul, c'est une discipline qu'on n'a pas forcément.
Et je pense que justement, le fait de partager, d'être en groupe, d'avoir un temps après, c'est très utile. Faire seul, ça m'a... Enfin, on peut le faire seul, bien sûr, mais si c'est dans une solitude absolue, bon, je pense notamment à un patient, je me demande si ça peut ne pas être dangereux à un moment donné. Voilà, il faut quand même peut-être être accompagné, pas rester seul avec ça. Il me semble, enfin maintenant, peut-être... Je ne sais pas si je m'avais présenté ou si la voix ne portait pas, en fait. Et du coup, voilà, je suis Dirk Pütschel, médecin addictologue. Et voilà, je propose des méditations avec les patients une fois dans un centre d'addictologie ambulatoire et aussi dans une clinique d'addictologie où je travaille. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la pratique, à la fois, elle se fait tout seul, parce que voilà, moi, je ne fais pas à la place en fait des personnes, et c'est aussi une joli cadeau d'autonomie en fait qu'on propose aux patients, mais en même temps, il y a des pièges après dans cet espace de se perdre aussi. Et surtout, en fait, qu'on ne se connecte pas avec le corps. Le corps est vraiment quelque chose de très intéressant et important pour être ici et maintenant. Il y a après peut-être une sensation aussi d'ouverture, de liberté qu'on peut ressentir. Mais voilà, reconnectez-vous toujours en fait sur votre corps. Après, peut-être deux mots en fait comment j'ai découvert la méditation. J'ai un parcours un peu différent en fait que Vincent, qui était rapidement dans la recherche, je pense, qui est resté en fait au CHU. Et moi, je suis médecin généraliste au début et devant le constat que des médicaments classiques voilà, n'aident pas toujours, et devant l'impuissance que j'ai pu ressentir vis-à-vis de ça, j'ai regardé en fait qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et j'ai regardé où j'ai trouvé des médecines alternatives comme l'homéopathie, par exemple, qui m'a permis d'être très bien en lien avec les patients, parce que l'idée c'était d'observer les symptômes qui passent le plus finement. La méditation est très proche. Par exemple, en homéopathie, quand on vous demande, ou comme médecin, on vous demande, vous avez des céphalées, oui, le médecin classique, il pense maux de tête, merci. Comme médecin classique, j'aurais tendance, j'ai une grille en fait pour éviter le plus les maladies les plus graves en fait. Après, je pense peut-être à une sinusite en fait. Je pense et si tout ça s'est écarté, je donne peut-être un paracétamol. C'est différent en fait en homéopathie où on s'intéresse, tiens, les douleurs, ils sont à quel endroit? Est-ce que c'est des picotements, des lancements, ça irradie? C'est des choses qui sont proches en fait. Je vais revenir en fait sur mon parcours en fait. J'ai découvert dans cette recherche, à la fois pour moi et aussi comme médecin, la méditation par la suite dans un centre où je retourne régulièrement, où je fais des retraites de méditation avec des personnes qui sont des professionnels des méditations. Et c'est intéressant parce que ça recadre en fait aussi les expériences
où il y a une forme d'évaluation en fait de mon expérience. Peut-être pour conclure ce premier moment, d'abord pour faire le lien, merci pour vos partages. On parle aussi de médecine participative, dans lequel il ne s'agit pas d'abandonner la médecine classique, mais cette médecine intérieure vient en complément et le patient est activement impliqué dans le processus de guérison. Donc c'est pour ça qu'on donne ce nom de médecine participative, où il y a vraiment... Et à ce moment-là, les deux médecines sont optimum, ou disons ont leur efficacité optimum. Peut-être, et parce que c'est le plus important, c'est le goût de l'expérience. Les mots s'envolent, les paroles s'envolent. Et si on a encore peut-être 10 petites minutes, je voudrais vous inviter. Pierre, il y a des ateliers, peut-être on peut relancer sur les ateliers qu'on va vous proposer maintenant pour les intéressés en fait de la pleine conscience. Il y a Pierre qui va proposer des exercices, un atelier. Après, il y a Emma et Karine qui vont proposer un atelier de yoga et yoga Kundalini. Voilà, laissez-vous surprendre, laissez-vous vous emporter. Il y a Lélia et je dis Odile, mais c'est une Clotilde, qui propose un atelier de Qigong et de Tai Chi, une pratique qui vient de la Chine. Aujourd'hui, on est très en Asie, en fait, mais on va revenir aussi sur nos territoires, en fait. Et je vous encourage d'expérimenter le Qigong, parce qu'on va cet après-midi avec le Dr Ribot on va entendre en fait une présentation